De retour dans l'African Newsroom, Aboubakar Fofana, économiste, Abdelkarim Koundougoumi, coordinateur du pacte Le Projet pour une alternance crédible au Tchad. Alfred Chango, éditorialiste d'Africa 24, sont toujours avec nous. Tout de suite, le grand angle. Selon les prévisions notamment de la Banque africaine de développement, l'économie rwandaise devrait relever ses performances cette année, et ce grâce en premier lieu à la reprise des cours des matières premières, mais aussi aux investissements dans l'agriculture. Explication, Corinne Kamzefen. En 2017, l'agriculture représentait 32% du PIB au Rwanda, une performance qui devrait s'améliorer en 2018 selon les prévisions de la Banque mondiale. Le pays exporte principalement le café et le thé, des produits très prisés sur le marché des matières premières. Et pour réduire sa dépendance aux fluctuations des prix et maintenir de bonnes performances économiques, le pays poursuit sa politique Made in Rwanda pour une plus grande transformation locale et une meilleure consommation des produits nationaux. Il s'agit pour le président Paul Kagame à encourager les investisseurs locaux et les populations à cultiver ce qu'ils peuvent eux-mêmes consommer sur place, vendre sur place, transformer sur place, ceci afin de soustraire la population rwandaise de la dépendance des produits importés. Dans cette optique, il est question de mettre un accent sur les cultures vivrières, telles que le manioc, le macabo, le maïs, le bananier plantain, en remplacement des cultures de rente, parce que les cultures de rente sont des cultures destinées uniquement à l'export. L'activité agricole au Rwanda est cependant soumise aux aléas climatiques qui influencent considérablement la production nationale. Les investissements dans le secteur privilégient de ce fait l'approvisionnement en engrais et les semences améliorées ainsi que les systèmes d'irrigation performants. Si vous voulez développer une culture, par exemple le bananier planté à grande échelle, vous aurez forcément besoin des petits outils agricoles, vous aurez besoin de développer l'irrigation pour cultiver en toutes les saisons. Vous aurez besoin également de l'électrification rurale, parce que quand on va en milieu rural, il faut améliorer les pistes rurales, il faut améliorer les sources d'énergie en milieu rural. Tout ça fait partie du concept. Outre l'agriculture, qui est un pilier majeur de son industrialisation, le Rwanda parachève des projets de construction d'infrastructures dans le secteur des mines et conduit une politique économique dynamique basée sur les services. Un cadre macroéconomique qui s'avère donc propice à la croissance. Alors, durant les 2 dernières années, l'économie rwandaise a été marquée par un important ralentissement. Une reprise a ensuite été enclenchée. Le FMI prévoit même une économie, en tout cas pour ce qui est des 2 prochaines années, qui tournerait autour des 7%. C'est en somme quasiment son niveau historique, mais seulement comment y parvenir ? Comment y parvenir, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je crois que ce qui se passe en ce moment au Rwanda ou dans certains pays africains, c'est qu'ils sont exactement en train d'appliquer ce que les dragons asiatiques ont appliqué pour pouvoir arriver à leur niveau de croissance et de prospérité économique actuelle. Parce que nos économies étaient formatées plus vers l'exploitation des matières premières et plus dépendantes de l'extérieur que de nos propres produits. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers produire local, consommer local. Ça veut dire que tout ce qui doit être consommé au Rwanda doit être produit par des Rwandais et pour les Rwandais en priorité. Donc ce qui fait qu'en essayant de recentrer cela, cela va créer des emplois, cela va booster l'économie et faire émerger une classe moyenne, avoir les moyens, parce que j'ai entendu ici leur projet de pouvoir électrifier toute la campagne, essayer de donner, enfin ça veut dire aller augmenter le niveau de vie de la population. Donc cette méthode permet de faire émerger une classe moyenne capable à elle de pouvoir porter l'économie et créer des emplois et booster l'économie encore. Je crois que je suis certain que si aujourd'hui le Rwanda ou d'autres pays africains appliquent à la lettre ce que le FMI a conseillé et la Banque africaine de développement aussi en train d'encourager justement par le financement des projets de jeunes et même la politique agricole. On a vu aussi au Togo, ils ont beaucoup financé, on en a parlé ici sur votre plateau. Donc en fait, c'est cette méthode qui permettra aujourd'hui de soutenir cette performance de 7%, de 8% que les pays africains avaient, qui était seulement basée sur l'exploitation des matières premières et dont ne bénéficient pas les populations. Aboubakar Fofana, est-ce que, comme on l'a vu dans le reportage, le secteur agricole a véritablement des chances de contrer la faible performance des 2 dernières années ? Ben, vous aurez remarqué qu'en Afrique, un peu partout d'ailleurs, l'essentiel de la population active se trouve dans le domaine agricole, c'est le secteur primaire.
Et moi, je suis très content de ce chiffre, dans la mesure où 32% de contribution au PIB, c'est une bonne affaire pour les pays qui sont essentiellement agricoles au départ. Ne l'oublions jamais. Le Rwanda fait partie des pays des Grands Lacs, avec des terres propices à l'agriculture de toutes sortes. Et ce que j'apprécie aussi dans le reportage, c'est la volonté manifestée par les autorités de produire localement ce qu'on consomme et de réorienter les financements vers des produits dont la transformation se fera d'abord localement, ce qui ajoutera de la valeur aux produits. D'ailleurs, j'ai vu les chiffres. Sur les 10 dernières années, le Rwanda est constamment autour de 33, 32, 33, 32. Je prends un pays comparable comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays agricole essentiellement. Elle peine autour de 22%. C'est pour vous dire que... Oui, mais en même temps, il faut comparer ce qui est comparable. La Côte d'Ivoire est beaucoup plus importante, plus grande, et puis avec une population aussi beaucoup plus... Oui, voilà, donc les performances ne sont pas... Mettre l'accent sur l'agriculture, c'est une bonne chose. Alors, pour autant, ça reste quand même toujours une agriculture de subsistance. Hein. Ils ont des produits d'exportation. C'est-à-dire, justement, c'est sortir des productions de rente et aller vers des productions de subsistance en premier. Sinon, comment expliquer qu'on exporte des matières premières avec l'argent que cela rapporte, on va acheter des vivres. C'est ça, donc... C'est un non-sens économique. Il faut pouvoir produire. Je prends des pays, j'en connais, qui, l'essentiel de ce que leur rapportent les exportations de matières premières minérales va dans l'approvisionnement en produits de première nécessité, le riz, et j'en passe. C'est ça, voilà, oui. C'est pas normal. Alfred Thiango. Oui, non, mais c'est un vrai paradoxe parce que on l'a souvent assez répété ici, c'est que l'Afrique est entièrement, principalement, à vocation agricole. Si on prend toute l'Afrique dans son ensemble, c'est cela. Malheureusement, dans toutes les politiques qui ont été mises en place depuis les indépendances, l'agriculture a été le parent pauvre. Ce qui donne justement ces paradoxes de l'insuffisance alimentaire, l'insécurité alimentaire, parce que on ne produit pas localement à soi-même. On aurait dû d'ailleurs commencer justement par cette économie de subsistance vivrière pour arriver justement à l'industrie agricole, à l'agro-industrie, etc. Non seulement le produit de la terre, mais aussi l'élevage, d'abord à destination nationale, les marchés nationaux, et puis à l'exportation. Là, le Rwanda prend au fond le chemin qu'il aurait dû prendre depuis de nombreuses années, même avant le génocide rwandais en 1994, parce que c'est un pays qui n'a pas de ressources minérales importantes, mais qui a des sols qui sont très riches et qui aurait pu justement exploiter cette agriculture. Mais l'une des difficultés du Rwanda, c'est que c'était un pays enclavé. Donc lorsque le Rwanda produit et arrivera à dépasser justement ce seuil-là pour arriver à la transformation et puis à l'exportation, le problème, c'est celui de l'évacuation. Évidemment, dans le cadre de la communauté des États d'Afrique de l'Est, il y a cette liberté de circulation des biens des personnes, liberté douanière, pour pouvoir évacuer les produits, soit par Mombasa, soit par Nairobi, soit par l'Ouganda. Donc il y a des facilités comme ça qui sont en train d'être mises en place. Et puis peut-être la construction du chemin de fer qui facilitera cette évacuation. En même temps, à l'intérieur du Rwanda, puisque c'est le Rwanda rural, il faut les routes, il faut aussi les moderniser pour permettre l'évacuation de ces produits-là. Je crois que la dynamique, elle est bonne. La dynamique, elle est bonne. La stagnation qu'il y a eu durant ces 2 dernières années n'est pas propre au Rwanda, puisque même les pays pétroliers qui étaient les plus riches, avec la chute du cours du pétrole, se sont retrouvés pratiquement dans la même situation. Et puis le ralentissement a été mondial en quelque sorte. Donc là, il faut repartir sur de nouvelles bases, mais avec beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de sérieux. Et puis sortir quand même de l'agriculture de la houe, parce que là, on l'a vu, c'est encore la houe et la machette. Bon, c'est l'agriculture de verticalité. Moi, j'allais compléter ce que disait le frère, c'est que
En fait, on arrive à comprendre que certains dirigeants ont compris la nécessité de la diversification de notre économie. Absolument. Ça, c'est vraiment très intéressant qu'il faut noter, et qu'il faut encourager aussi, que tous les États puissent en apprendre. Mais seulement, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a une autre chose qu'il faut remarquer, pourquoi le Rwanda ou d'autres pays sont en train de s'engouffrer aussi dans ce secteur, c'est que la plupart des pays africains qui ont réussi à émerger ou à décoller, comme l'Éthiopie ou le Kenya, beaucoup, en fait, c'est des investisseurs étrangers dont ces États-là servaient comme un peu les ateliers d'autres pays. Absolument. On a vu des Chinois venir ouvrir des ateliers de couture, de chaussures. Donc, tout à fait, finalement, ça Hollandais de rose. Donc, ça devient plus compétitif parce que tous les pays commencent à faire la même chose. Et si tous les pays font la même chose, cette économie qui était portée par ces secteurs tertiaires et industriels va chuter. Donc, il faut trouver une soupape de sécurité ou une soupape pour encaisser ce choc. Il y a ceux qui ont subi le choc pétrolier, comme les pays de l'Afrique centrale, qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que le prix du pétrole a baissé, donc leur économie était complètement... Et qu'ils ont très mal géré, la rente pétrolière. Bah oui. Et là, on voit bien que cette petite rente qui était arrivée grâce à ces industriels étrangers qui sont venus investir parce qu'il y a eu un climat de stabilité politique et de sécurité qui ont fait que les gens sont venus investir. Et maintenant, il faut canaliser. Et même ce que la Chine a fait juste avant, c'est que ces industriels qui sont venus investir, maintenant, ces pays africains leur disent maintenant commencer à transférer le savoir-faire aux locaux. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, si c'est dans le domaine agricole, ils réussissent à faire ça, faire venir des investisseurs étrangers dans le domaine agricole, leur faire transférer le savoir-faire et la technologie agricole à nos agriculteurs, nos pays vont réussir à 100%, on sera autosuffisant économiquement et alimentairement et on va consommer. Est-ce qu'un pays comme le Rwanda a mis en place justement les mécanismes nécessaires pour pouvoir profiter justement du savoir-faire chinois, par exemple? Vous savez, ce qui manque à nos pays en général, ce n'est pas le savoir-faire en tant qu'agriculteur. Ils le font depuis des générations. C'est plutôt l'outillage qui manque et les techniques modernes de culture. Parce que, comme il le disait tantôt, si on reste à l'étape de la houe... Et attendre les saisons. Et attendre les saisons. Il faut passer, justement, c'est là où il faut valoriser les cours d'eau. C'est-à-dire passer d'une agriculture pluviométrique à une agriculture irriguée. Et cela est possible avec la construction de mini-barrages. On ne demande pas des grands mastodontes, des mini-barrages qui font que les populations puissent faire 2-3 récoltes par an. Et ça, c'est faisable. D'ailleurs, vous aurez remarqué au passage que la variation de la contribution de l'agriculture au PIB rwandais est infime. De 33, il tombe à 32. C'est ça. Et n'oubliez pas aussi que l'agriculture est une grande pourvoyeuse de main-d'œuvre. Ben oui. Si nous voulons résoudre nos difficultés, nos problèmes d'employabilité des jeunes, voilà un secteur dont il faut encourager. Mais il faut moderniser pour intéresser les jeunes. Moi, je ne vois pas que les jeunes citadins répartir les zones. Là, il fallait vraiment révolutionner l'agriculture et intéresser à nos jeunes, de répartir vers la terre. Mais ce n'est pas avec, justement, comme disent les éco-débatteurs, avec des débats et des saisons de pluie hasardeuses qu'on va développer l'agriculture. Une chose reste sûre, c'est qu'un jeune qui va retourner, même s'il a un niveau primaire ou secondaire, quand il retourne à la terre, il va améliorer les techniques culturelles. Il ne va pas faire la même chose. Mais il faut qu'il ait les moyens. C'est là où le rôle de l'État intervient. C'est l'État qui va... L'idée, c'est de mettre des fonds ou des microcrédits quand même, de financer les porteurs de projets dans le domaine agricole. N'oubliez pas aussi pastoral. Hein. Il y a les éleveurs aussi, et essayer de combiner les deux, de pouvoir les intéresser et les accompagner pour pouvoir améliorer les choses et leur donner, ou même... Moi, j'ai vu l'Inde a beaucoup donné des tracteurs, elle a beaucoup installé des usines dans certaines usines de tracteurs, de certains matériels agricoles dans des pays, ils ont fait ça au Tchad et dans d'autres pays. C'est ça aussi, c'est des gestes comme ça que nos États puissent s'en approprier et aider nos agriculteurs. Il y a 20-30 ans, l'Inde... et la Chine. Exactement. Donc on pourra copier, on pourra exactement s'inspirer de ces dragons d'Asie qui étaient au même niveau que nous en 1960, qui aujourd'hui sont en train de jouer dans les cours des grands et exporter dans le monde entier. Aujourd'hui, la Chine est en train de devenir la première économie du monde. Du monde, tout à fait, oui. Alors qu'au temps de Mao, c'était comme nous en train de... Aujourd'hui. En train de servir l'économie européenne, pardon. On va marquer une courte pause. Rendez-vous dans quelques secondes pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.